tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. Voici le titre de l'édition. Un seul titre principal donc à cette édition ce samedi. Sa Majesté le Roi se félicite de la percée diplomatique que connaît le dossier du Sahara marocain sous son leadership. Fruit d'une approche basée sur la prise d'initiative et la proactivité. Dans son discours adressé au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 11e législature, le souverain appelle à une mutualisation des efforts de toutes les institutions, les instances nationales, partisanes et civiles, afin de continuer à plaider la justesse de la première cause nationale. Nous décrypterons le discours royal avec professeur Abdelfatef Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir à tous. Avant de développer ce titre principal de l'édition, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du protocole et de la chancellerie qui annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin présidera demain dimanche 9 Rabi' Thani 1446 de l'Hégire, correspondant au 13 octobre 2024, la veillée religieuse qui sera organisée au mausolée Mohammed V à Rabat à l'occasion du 26e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme. Cette veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 18h. Nous enchaînons avec ce message de vœux et de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au roi Philippe d'Espagne VI et la reine Laetitia à l'occasion de la fête nationale de leur pays. Dans ce message, le souverain exprime en son nom propre et en celui du peuple marocain ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de quiétude au souverain et à l'illustre famille royale espagnole et de davantage de progrès et de prospérité au peuple espagnol. Sa Majesté le Roi a saisi cette occasion pour faire part au souverain d'Espagne de sa fierté de la volonté permanente commune d'approfondir davantage les relations historiques basées sur l'amitié étroite et l'estime mutuelle unissant les deux pays, réaffirmant dans ce sens sa ferme détermination à aller de l'avant dans la consolidation de la coopération constructive entre les deux pays dans tous les domaines d'intérêt commun au service des deux peuples. Le dossier du Sahara marocain au cœur du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI hier au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 11e législature. Discours dans lequel le souverain se félicite de la percée diplomatique majeure que connaît la question du Sahara marocain sous son leadership. Une évolution confortée par le soutien international grandissant à la marocanité du Sahara et au plan marocain d'autonomie pour le règlement définitif de ce conflit artificiel. Analyse du discours de Sa Majesté le Roi avec Sophia Fkrout. De l'étape de gestion à la dynamique de changement. Le discours de Sa Majesté le Roi met en avant les contours de la stratégie royale et la feuille de route en consécration de la marocanité du Sahara. Un discours qui rappelle la dynamique que connaît le dossier, notamment avec le soutien clair apporté par les principaux partenaires économiques à l'initiative d'autonomie, à commencer par la France. Cette évolution positive qui fait prévaloir le bon droit et la légitimité par la reconnaissance des droits historiques du Maroc est portée par un grand pays doté du statut de membre permanent au Conseil de sécurité et reconnu comme un acteur influent de la scène internationale. Bien plus, la France possède une connaissance pointue de la nature et des soubassements de ce conflit régional. Cette évolution vient appuyer les efforts déployés dans le cadre des Nations Unies pour asseoir les fondements d'un processus politique devant conduire à un règlement définitif de cette question dans le cadre de la souveraineté marocaine. À une cause juste, des réponses favorables. D'autres pays qui, il y a encore peu de temps, ignoraient beaucoup de ce dossier, reconnaissent à présent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La liste est longue, on y retrouve les pays nordiques, dont la Finlande et le Danemark, et bien d'autres grandes puissances comme l'Espagne et l'Allemagne, qui soutiennent le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007. Et cela ne fait que commencer. Dans son discours, Sa Majesté le Roi instaure une nouvelle philosophie qui augure de nouveaux succès.
Il faut se concentrer sur une méthodologie de travail qui repose sur plusieurs piliers, dont l'action et non la réaction, ou encore le changement et non la gestion, plus d'actions préventives dans le dossier du Sahara marocain. C'est une cause nationale qui nécessite une réactivité de toutes les parties, que ce soit la société civile, les partis politiques, les députés, et ce, à travers une diplomatie parallèle ou la diplomatie officielle. C'est cette diplomatie et ses différentes formes qui convainc les grandes capitales mondiales de la justesse de la première cause nationale. Pour le souverain, cette mobilisation requiert la mutualisation des efforts de l'ensemble des forces vives, des institutions et des instances nationales, tant officielles que partisanes et civiles. Le discours de Sa Majesté le Roi met en avant le rôle de la diplomatie parlementaire en faveur de l'intégrité territoriale. Le souverain a également souligné le développement que connaît le dossier du Sahara marocain à travers le soutien de pays comme les États-Unis et la France. La France qui connaît bien le Maroc en partageant une histoire commune. Et ceci démontre la réussite de notre cause nationale. C'était un discours de satisfaction et de paix. En même temps, un appel à la mobilisation et à la vigilance. Un discours fédérateur dans lequel Sa Majesté le Roi a exposé les résultats positifs de la diplomatie marocaine et ses avancées. Cela nous donne un nouveau souffle pour la mise en œuvre d'une stratégie nationale en fonction des changements géostratégiques mondiaux. La question de l'intégrité territoriale du royaume est une cause juste, adossée à des arguments irréfutables et fondée sur l'histoire, la politique et la réalité sur le terrain. Et pour mettre en évidence la pertinence de la position marocaine à l'étranger, toutes les forces vives sont appelées à redoubler d'efforts, en particulier la société civile et les partis politiques. Et pour un décryptage des grandes lignes du discours, avec nous ce soir en duplex depuis Casablanca, professeur Abdellatif Koumet, doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques et sociales de Casablanca. Professeur, bonsoir. Dans son discours adressé hier au Parlement, Sa Majesté le Roi a mis en avant la percée diplomatique qu'a connue le dossier du Sahara marocain, fruit d'une approche basée sur la prise d'initiative et la proactivité. La dernière victoire diplomatique en date est celle du soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. À votre avis, professeur Koumet, comment cet appui fort de Paris pourrait-il influencer positivement sur le dossier du Sahara marocain ? Alors la position de la France, il peut certainement beaucoup influencer l'avancement de cette question. Tout d'abord, en raison du poids de la France sur la scène internationale et européenne, mais également la nature de la relation de la France avec cette question. Et puis, enfin, la profondeur, justement, de la lettre adressée par le président français à Sa Majesté. En ce qui concerne le premier point, on connaît au fait le poids de la France au niveau de la scène internationale comme membre du Conseil de sécurité. Et ça, c'est très important parce que, effectivement, c'est une question qui est traitée, je dirais, exclusivement au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies. Et donc, le poids de la France comme membre permanent est très, très important. Deuxième chose, c'est le poids de la France sur la scène internationale, notamment européenne. Vous connaissez en fait la profondeur historique de la relation du Maroc avec l'Union européenne. Aujourd'hui, pratiquement les 2/3 des pays de l'Union européenne reconnaissent et, au fait, approuvent la proposition du Maroc. Et le fait que la France ait une position plus avancée pourrait et devrait, d'une part, bien sûr, ramener les autres pays à avancer au niveau de leur position et surtout les pays encore hésitants à aller dans ce sens positif. Alors, en ce qui concerne le deuxième point, la nature de la relation de la France avec cette question, il faut le rappeler, Sa Majesté l'a rappelé, c'est le pays avec l'Espagne qui connaît justement les soubassements et la nature de cette question. Il connaît les fondements juridiques, historiques, spirituels et le fait que la France approuve en fait cette proposition du Maroc et va dans le sens justement de considérer la proposition du Maroc comme la seule solution et bien sûr est un pas très très important qui fait avancer le dossier qui est susceptible justement d'accélérer cette dynamique. Et puis le troisième volet, c'est
la nature, en fait, et la profondeur du contenu de la lettre adressée par le président français, qui, en fait, considère que la proposition du Maroc est justement la seule solution possible, mais également qui, au-delà, justement, de l'appui de la France en tant que pays sur le plan des relations bilatérales, il propose que la France, justement, défende la position du Maroc au niveau régional, au niveau continental, mais également au niveau des instances internationales. C'est pour tout cela que la position de la France est une position très marquante et certainement il va peser encore davantage dans l'avenir sur la tournure positive que connaît cette question. Et justement, la position française s'inscrit dans une dynamique positive que connaît le dossier, car aujourd'hui, des pays influents sur la scène internationale ont apporté leur soutien à la première cause nationale, à l'image des États-Unis et de l'Espagne, tout comme certains pays nordiques qui auparavant se positionnaient dans une zone grise. Quelle lecture faites-vous de ce changement dans la position de ces pays-là vis-à-vis du différend régional autour du Sahara marocain ? En fait, c'est l'aboutissement d'un processus. Sa Majesté l'a dit. En fait, depuis son intronisation, il a promis que le traitement de cette question va passer d'une approche de gestion à une approche de changement, aussi bien au niveau interne et au niveau international. Et on l'a remarqué, une dynamique depuis plus de 25 ans, aussi bien sûr au niveau de l'interne, et lorsqu'on parle de l'interne, c'est surtout l'effort de développement socio-économique qui a été insufflé par Sa Majesté et qui a pris une tournure extraordinaire à partir du discours historique de Sa Majesté du mois de novembre à l'occasion de la Marche verte de 2015. Et depuis, bien sûr, il y a un élan en termes de développement socio-économique qui a fait qu'aujourd'hui le Sahara regorge aujourd'hui de possibilités de développement, aussi bien sur le plan économique, sur le plan infrastructure, sur le plan social. Et puis au niveau international, la diplomatie marocaine justement a changé d'approche. Il a en fait une approche aujourd'hui basée sur la sagesse, basée sur le fait qu'il se fonde sur des éléments tangibles, concrets, qui légitiment la position du Maroc. Et puis bien sûr qui se donne le temps, parce que comme l'a dit Sa Majesté, la vérité finalement finit par supplanter toute autre considération. Et aujourd'hui, nous, justement, nous participons à une accélération de l'aboutissement de ce processus. Depuis 4-5 années, il y a une dynamique, je dirais, historique, parce que si on fait le point, depuis 2020 aujourd'hui, les grandes puissances du monde sont en train de reconnaître la marocanité du Sahara. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, c'est le résultat d'une diplomatie royale qui, aujourd'hui, a une personnalité, qui la distingue et qui est reconnue au niveau international. Et donc, bien sûr, c'est normal qu'aujourd'hui, le processus s'accélère et, comme l'a dit Sa Majesté, il va davantage s'accélérer dans l'avenir parce que le fait qu'on ait avec nous les grandes puissances mondiales va amener certainement les autres pays à adhérer à la position du Maroc. Et dans son discours, Sa Majesté le Roi souligne que la prochaine étape exige de tous un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter durablement la position de notre pays. Comment peut-on aujourd'hui capitaliser sur ces acquis ? Alors, c'est un discours historique. C'est un discours historique, celui d'hier prononcé par Sa Majesté, parce qu'effectivement, il a donné aux Marocains, en fait, tout acteur confondu, en fait, une image par rapport à l'évolution du dossier, qui est une image à l'avantage du Maroc. Et Sa Majesté a fait le tour de différentes questions, qu'ils soient des questions nationales, géostratégiques également, mais également internationales. Et lorsque j'évoque les géostratégiques, c'est en fait les projets initiés par Sa Majesté qui placent le Sahara marocain au cœur d'une dynamique, pas seulement marocaine, mais également une dynamique régionale, une dynamique continentale. Et là, j'évoque bien sûr l'ouverture du Maroc, plutôt des pays du Sahel sur l'Atlantique, l'initiative atlantique africaine, mais également le gazoduc. Toutes ces réalisations initiées par Sa Majesté vont dans le sens justement de l'intégration africaine, mais également de faire du Sahara marocain le nœud et le cœur de cette dynamique. Alors bien sûr, tout cela passe par une mobilisation, parce que Sa Majesté a donné l'élan, a donné en fait de quoi s'armer à tous les acteurs pour qu'ils puissent être plus actifs, plus mobilisés. Et bien sûr, lorsqu'on évoque les acteurs, bien sûr, il y a des acteurs, je dirais, gouvernementaux, mais également il y a la société civile. Et puis Sa Majesté a adressé essentiellement le message aux parlementaires avec les deux chambres pour demander à ce qu'il y ait plus de solidarité, plus de complémentarité et puis davantage de professionnalisation de l'approche de défense de la question à travers
faire en fait aujourd'hui la mobilisation de compétences qui sont armées, qui connaissent bien le dossier, aussi bien au niveau des relations bilatérales. Et on sait que le Maroc et les parlements marocains, plutôt le Parlement avec ses deux composantes, ont des relations avec des parlements à travers le monde. Et donc il s'agit de relations bilatérales. Mais également le Parlement marocain a des relations avec les instances, avec les organisations qui réunissent des parlements soit au niveau continental, soit au niveau régional, soit au niveau international. Et là, justement, on est dans le multilatéral. Dans toutes ces sphères, le Parlement marocain doit envoyer des délégations armées d'une connaissance profonde de la question. C'est pour ça que Sa Majesté a demandé à ce qu'il y ait une alliance des différentes composantes du Parlement, mais surtout d'être armé par des compétences en mesure de défendre cette question comme il se doit. Professeur Abdellatif Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, je vous remercie d'avoir été l'invité de notre édition. Mohamed Ould Rachid du parti de l'Istiqlal a été élu à la présidence de la Chambre des conseillers pour la seconde moitié de la législature 2021-2027. Candidat unique de la majorité gouvernementale, Mohamed Ould Rachid a obtenu 94 voix sur un total de 104 voix exprimées, alors que 10 bulletins ont été annulés. Il succède ainsi à Naam Miara qui a assuré la présidence de la Chambre des conseillers durant la période 2021-2024. Votre escale culturelle hebdomadaire, nous la consacrons aujourd'hui à un sacré personnage qui surgit du 5e roman de l'écrivain Abdellatif Baïda. De Abdallah Baïda plutôt, une fiction dont le personnage principal est l'un des protagonistes du mémorable roman Légende des vies de Agoun Chiche du célèbre écrivain et poète marocain Mohamed Khaireddine. Une manière pour Abdallah Baïda de donner un nouveau souffle à ce héros qui s'attellera d'ailleurs à réécrire son histoire animé par la volonté d'embrasser une nouvelle vie. Mariam El-Missi nous plonge dans l'univers de ce sacré personnage. Tout droit sorti d'un récit fantastique, sacré personnage brise le fictif pour repousser la frontière du véridique. Baïda sort des sentiers battus pour recréer une vie à son protagoniste. Agoun, c'est son nom, trouve sa source dans l'ouvrage Légende des vies d'Agoun Chiche, comprenez tronc d'arbre mort en amazigh, de son célèbre écrivain Mohamed Khaireddine. Une trame narrative truffée d'enseignements où Abdallah Baïda donne corps à une figure de papier d'apparence simple qu'il réécrit telle une revanche dans une ambiance de réel. Agoun se défait alors de son personnage littéraire, celui provenant d'un petit patelin du sud dans les années 30, et arbore son identité propre, loin de l'écosystème romanesque qui lui est tracé par l'auteur initial. Une renaissance dont les péripéties suscitent chez le lecteur une pluie d'interrogations. Au fil de ses confidences, Agoun juge la réalité par le fictif, jusqu'à réussir à rencontrer son auteur, à lui raconter son histoire insolite et à le convaincre de réécrire sa vie, après avoir tenté par lui-même de changer les contours de sa destinée. Un style conversationnel qui captive, charme et nous incite à relire Khaireddine et à redécouvrir son héros, Agoun Chiche. Et Abdallah Baïda est l'invité de votre escale culturelle. Monsieur Baïda, bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir dans ce sujet que nous venons de passer. Votre dernier roman, Sacré personnage, publié aux éditions Marsam, s'inspire d'un livre mémorable, Légende des vies d'Agoun Chiche, du grand écrivain marocain Mohamed Khaireddine, publié déjà en 1984. Pourquoi avez-vous choisi de sortir ce livre des étagères de votre bibliothèque et mettre son personnage principal sur la voie de la rébellion contre son auteur initial ? Voilà, en fait, le projet, c'est pas forcément Khaireddine, c'est pas forcément Légende des vies d'Agoun Chiche, mais c'est beaucoup plus le rapport entre un personnage de fiction et la réalité. Donc, quand j'ai décidé de sortir un personnage d'un roman, comme je connais très bien l'œuvre de Mohamed Khaireddine, que je connais également la personne et le personnage, j'ai décidé d'adosser mon roman
à ce roman et justement de mettre en perspective ces deux facettes où une personne de la réalité croise un personnage de la fiction qui sort de la fiction et qui conteste en quelque sorte son créateur, qui lui demande des comptes, il lui demande de rendre des comptes. C'est ça, en fait, le roman consiste en ça. Quand on est créé par quelqu'un, quand quelqu'un nous attribue un caractère, des qualités, une personnalité, etc., est-ce que nous sommes satisfaits de cela? Est-ce que nous sommes convaincus? Est-ce que ça nous convient? C'est ça la question qui se pose dans le roman. Et donc, ici, le personnage d'Agoun, c'est pour cela d'ailleurs, pour mettre un peu de distance avec le roman Légende des Vidagonchish de Khaireddine, j'ai choisi d'appeler le personnage principal ici, non pas Agounchish, mais Agoun. Et non pas l'écrivain, c'est pas Khaireddine, mais Khair. Donc, il y a une sorte de distance qui doit interpeller le lecteur pour ne pas être du côté de la transposition d'une réalité que le lecteur connaît dans le roman. Voilà. Et dans votre roman, vous libérez le héros de votre fiction du statut de personnage littéraire que lui avait accordé l'écrivain Mohamed Khaireddine. Est-ce une manière pour vous de montrer que tout processus de changement engagé par l'homme dans sa façon d'être est un cheminement vers la quête de soi et la connaissance du monde? Tout à fait, exactement. C'est-à-dire, c'est une quête, c'est un héritage en fait. Quand on est une personne ou un personnage, on a déjà un héritage. On a déjà des chromosomes, on a déjà l'ADN, on a déjà beaucoup de choses que nous héritons de notre passé. Ça rejoint un petit peu des romans que j'avais déjà écrits auparavant. Par exemple, le roman Nom d'un chien, où le personnage porte le nom, un nom qui lui a été attribué, Idriss Ibn Kalb, et donc c'est un héritage. Est-ce qu'il va le conduire? Est-ce qu'il va l'emmener? Est-ce qu'il va l'accepter, etc. C'est la même chose ici. Ici, nous avons Agoun, qui a été créé par Khair, et qui lui a donné certaines caractéristiques, qui lui a donné une vie dans son roman. Après, Khair, plutôt Agoun, découvre qu'il n'a pas d'enfance dans le roman. Donc il a besoin d'une enfance, il a besoin de ceci, etc. C'est un peu une façon de contester ce que nous donne un créateur, quel que soit le créateur. Mais ici, surtout dans le domaine de la création littéraire. Et la dernière partie de votre roman est placée sous le signe des retrouvailles apaisées et de réconciliation, car le personnage plutôt principal va croiser le chemin de son auteur initial, Khair. Est-ce une invitation à la lecture ou à la relecture de l'œuvre de l'écrivain Mohamed Khaireddine? Et évidemment, parce que l'œuvre de Khaireddine, c'est une œuvre à laquelle j'ai consacré un petit peu une bonne décennie de ma vie. J'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre de Khaireddine. Et donc, j'invite bien sûr les lecteurs à découvrir cette œuvre qui est inépuisable, qui est d'une poéticité formidable. Et le personnage, quand il conteste un petit peu les choix de Khair, et derrière Khair, bien sûr, on peut toujours deviner Khaireddine, et quand il conteste ses choix, c'est également une façon de mettre en place un dialogue. Voilà. C'est-à-dire que les choix de Khaireddine, les choix d'un autre écrivain, les choix d'un autre créateur ne sont jamais définitifs, et la personne, quand elle sort de la fiction, c'est par exemple Agoun qui sort de la fiction, il n'est plus canalisé par la fiction, il n'est plus enfermé dans toutes les limites qu'impose une œuvre littéraire, et peut
discuter, il peut remettre en question les choix de son auteur, les choix de l'écrivain, et c'est un peu dans ce sens. Mais bien sûr, l'œuvre de Khayr-Din est également une œuvre qui mérite d'être visitée, et c'est pour cela aussi que ça me poursuit un petit peu dans mes textes de création, et j'invite tous les lecteurs à plonger, à redécouvrir l'œuvre de Khayr-Din, non seulement les livres qui sont connus, qui sont très fréquents, mais il y a beaucoup de textes de Khayr-Din, et notamment et surtout, j'insiste sur sa poésie. Je vais devoir vous interrompre, on est rattrapé par le temps. Monsieur Abdellah Baïda, je vous remercie d'avoir été l'invité de notre édition. Merci à vous. Tourisme, et pour cela prenant la direction de Tanger, où même en octobre, la ville accueille des touristes venus des 4 coins du monde. Normal, même en arrière-saison, le temps y est clément et le soleil généreux. La composition parfaite pour découvrir le charme de la cité de T3, avec en prime des rues beaucoup moins bondées. Regardez ce reportage signé Anissa Boumehdi et Saïd Najah avec un commentaire de Mariam El-Missi. Leur croisière vient d'accoster sur les quais de la cité du Détroit. Aussitôt arrivés, ces touristes américains et britanniques succombent au charme du vieux Tanger. On est amoureux de ce paysage immaculé sur la Méditerranée. Les murs de la Médina sont fascinants. C'est une pure évasion pour nous. On a fait la traversée en bateau depuis l'Espagne. En plus de sa proximité avec l'Europe, la ville est d'une grande beauté. J'y reviendrai. J'avais visité Tanger il y a 35 ans. Je redécouvre après tant d'années la magie de cette ville. Ma femme et mes amis sont ravis. Pittoresque et cosmopolite, la ville suscite en ce début d'octobre un bel engouement. Des vacanciers du monde entier y profitent des tarifs avantageux de l'arrière-saison. Les professionnels du tourisme de plein air semblent s'en réjouir. La saison se prolonge en raison du beau temps. La ville est globalement propre et moins fréquentée que la période estivale. C'est parfait pour les vacanciers qui fuient la cohue de la haute saison. On est loin de l'afflux estival, mais la clientèle étrangère est au rendez-vous. Nos excursions et promenades à travers le cœur historique de Tanger se déroulent de manière beaucoup plus fluide. Avec son ciel immaculé, son littoral bleu saphir et sa médina historique, Tanger est un coin de paradis où il fait bon déambuler, quelle que soit la saison. Avant de refermer ce journal, cette alerte météo, des averses orageuses localement fortes accompagnées de grêles et de rafales de vent allant jusqu'à 85 km/h sont attendues à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi dans plusieurs provinces du royaume. Des averses orageuses intéresseront aujourd'hui de 14h à 23h les provinces d'Essaouira, Safi, Sidi Ben Nour et El Jadida. Même phénomène attendu demain dimanche de minuit jusqu'à 10h du matin dans les provinces de Tanja, Sela, Tétouan, Mdirk, Fnedq, Fahsanjra, Larash, Knetrash, Fchaoun et Ouazen. Dimanche toujours de midi à 23h, des averses toucheront les provinces de Qlaat, Saragna, L'Haouz, Chichawa, Marrakech, Rhamna, Tinrir, Ourzazat, Taroudant, Tata et Assazag. Les provinces de Tinrir, Midelt, Rachidia, Zagoura, Ourzazat, Tata et Taroudant connaîtront des averses orageuses lundi de minuit à 23h, des averses allant jusqu'à 60 mm. Par ailleurs, des rafales de vent localement fortes allant jusqu'à 85 km/h sont attendues lundi de minuit à 21h dans les provinces de Figuig, Jrada, Gersif, Taouirt, Boulmen et Midelt. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.